Il est 8h17, Nico Saliagas. La tête de liste PS, place publique aux Européennes, Raphaël Glucksmann est votre invité Audrey Crespomara. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour, je suis ravi d'être là. Eh bien nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Depuis que vous êtes devenu tête de liste, le PS stagne et baisse même un peu dans les sondages pour les européennes, à 5%, en 7e position. Il n'y a pas d'effet Glucksmann. Attendez, la campagne n'a pas commencé, on n'a toujours pas parlé d'Europe, donc je pensais pas que sur mon nom, tout d'un coup, la terre entière allait se retourner et la mer Rouge s'ouvrir. François-Xavier Bellamy, il y a un effet sur son nom. Mais vous avez remarqué qu'au début, non, tout le monde disait mais non, il n'y a pas d'effet François-Xavier Bellamy. Et quand on a laissé François-Xavier Bellamy parler de son projet, alors c'est pas du tout le mien, c'est pas du tout ma vision du monde, mais je trouve ça très bien que la droite conservatrice ait une figure comme Bellamy qui s'exprime. Et bien tout d'un coup, les gens sont mis à écouter et ont été surpris par le ton. Donc vous attendez votre tour. Pas cette politique des petites phrases, mais alors les idées. Les petites phrases, vous y avez eu droit. Vous y avez eu droit, non, parce que vous n'avez pas été épargné. Stéphane Le Foll, proche de François Hollande, affirme que votre désignation comme tête de liste du PS est une mauvaise plaisanterie. Comment faire pour qu'il vous prenne au sérieux ? Je sais pas, mais je vais pas faire une campagne juste en me focalisant sur Stéphane Le Foll. Ce que je veux, c'est faire une campagne sur l'Europe. C'est le combat de ma vie. Mais ces attaques, j'imagine qu'elles vous blessent, non ? Non, je suis pas là pour être blessé. On m'avait prévenu que la politique, c'était une entrée dans l'atmosphère un peu tumultueuse et turbulente. Mais et alors c'est comment ? Oui, je confirme, je vous jure. Mais c'est un peu ça le problème aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont fait carrière dans la politique. Et donc, quand quelqu'un qui n'est pas du sérail arrive, eh bien, ils ont l'impression qu'il vient sur leur territoire, voler leur nid, voler leur travail. Non, la carrière politique, c'est fini. C'est pas une carrière, c'est un engagement. Et moi, je veux parler de l'Europe parce que c'est la cause de ma vie. Vous savez, depuis que je suis petit, je rêve d'Europe. Il n'y a pas une élection où je me serais engagé si ce n'était l'élection européenne, parce que c'est à l'échelle européenne qu'on décide de choses aussi importantes que la régulation de la mondialisation, la lutte contre le réchauffement climatique, la défense des libertés publiques. Alors il n'y a pas que ces vieux briscards de la politique. Des membres fondateurs de votre mouvement Place Publique, qui n'a que 6 mois d'existence, ont déjà claqué la porte. L'un, Farid Benlaga, vous accuse de mépris de classe, d'aveuglement, d'absence de connaissance de ce pays. L'autre, l'économiste Thomas Porcher, autre cofondateur de Place Publique, vous accuse de trahison de la promesse initiale. Est-ce que ça ne vous inquiète pas sur vos capacités de rassemblement ? Écoutez, on a lancé un rassemblement, justement, on est la seule liste qui essaye le rassemblement. Le Parti Socialiste a rejoint une dynamique de rassemblement et n'aura pas une tête de liste socialiste. Il y a 6 listes à gauche, 6 listes à gauche. Il y a Nouvelle Donne de Pierre Larouturou et des acteurs du Pacte Finance-Climat qui nous ont rejoints. Il y a des gens qui viennent de tous les partis de gauche qui nous ont rejoints. Donc oui, on est sur une dynamique de rassemblement. Est-ce que j'aurais voulu que la dynamique de rassemblement soit beaucoup plus large et qu'il y ait beaucoup moins de candidats à gauche ? Alors je ne veux pas trahir un secret d'État en vous disant oui, j'aurais préféré. Il y a 6 listes à gauche. 6. Vous ne le vivez pas comme un premier échec, vous qui vouliez unir la gauche ? Écoutez, déjà, c'est pas fini. Moi, j'ai dit, on a une liste ouverte et j'espère qu'à la fin, il y en aura moins que 6, que des dynamiques politiques qui se créent pousseront les gens à dépasser les logiques de chapelle, les querelles d'ego, les stratégies pour 2022 ou 2075 pour enfin parler d'Europe ensemble, parce qu'il y a des combats à mener en Europe ensemble et que c'est à peu près le dernier moment où on peut éviter la dislocation de l'Union européenne et qu'il faut lui redonner sens. Vous parlez effectivement de bataille d'ego. Ségolène Royal dit toutes ces listes, cette gauche éparpillée, c'est de la bataille d'ego de ces messieurs. Parce qu'effectivement, on ne voit pas vraiment de différence entre Benoît Hamon, Yannick Jadot et vous, par exemple. Yannick Jadot, il est très haut dans les sondages. Pourriez-vous le rallier ? Mais il n'est pas très haut dans les sondages. Tout le monde stagne. Oui, il est à 2 points au-dessus, ou 1,5 point au-dessus. Je ne sais pas. Enfin, tout ça, la campagne n'a pas encore commencé. Ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on parle du fond. Alors, je sais que c'est hyper compliqué. Mais il y a une réelle différence entre Benoît Hamon, Yannick Jadot et vous, franchement ? Je sais pas. Moi, Yannick Jadot, par exemple, il nous explique que l'écologie n'est ni de gauche ni de droite, qu'elle peut se concilier avec le libéralisme. Je pense, moi, qu'il y a un message très fort qui a été délivré par Nicolas Hulot et qui nous a expliqué, lorsqu'il a démissionné, qu'il y avait un problème de système et que on est en France aujourd'hui dans une crise sociale sans précédent. Ça fait 4 mois que ce pays est bloqué, justement parce qu'une mesure pseudo-écologique, sans considération de son impact social, a précipité les gens dans la rue. Donc ce que nous, on va essayer de porter, c'est l'idée simple que en fait, cette transformation écologique qui est absolument vitale et nécessaire, elle ne peut se faire que si elle est aussi un projet de transformation sociale, de justice fiscale, et que les deux, en fait, ne peuvent pas être dissociés. Si on dissocie les deux, on perdra tout sur l'écologie et tout sur le social. Et à la fin, ce qui va se passer, ce sera des sociétés explosées, fracturées.
Au-delà des attaques dont on a parlé, on vous a en plus collé une étiquette de bobo parisien. Oui. Est-ce que pour la France des Gilets jaunes, cette image de bobo n'est pas pire que l'image d'un homme politique? Je vous jure, les gens qui me collent une étiquette de bobo parisien sont des bobos parisiens. Et quand je vais à Dunkerque, à Clermont-Ferrand, quand on discute avec des agriculteurs, il n'y en a pas un qui me parle de bobo parisien. Donc ça, c'est l'obsession. Vous savez, c'est des bobos parisiens qui ne parlent que des bobos parisiens, qui scrutent si l'autre qui est interrogé est bobo parisien. Moi, j'ai fait l'école, par exemple, de Sciences Po, bien sûr. Donc, je vais pas faire semblant, d'avoir été un apprenti. Mais simplement, ce que je vous dis, c'est que je suis parti, moi, à 20 ans, parce que cette élite de l'entre-soi française me désespérait, me semblait complètement apathique, aphone, endogame, et que donc je suis parti d'abord en Algérie, puis au Rwanda, puis en Europe de l'Est pour essayer de découvrir le monde, donc pas une trajectoire de bobo qui passe sa vie à boire des bières dans une terrasse du 10e arrondissement de Paris. Raphaël Glucksmann, vous dites que la gauche s'est trompée depuis 30 ans. 30 ans. Il n'y a vraiment rien à sauver bien sûr qu'il y a dans plein les de choses bilans de à Mitterrand, sauver. Jospin, Hollande? Mais bien sûr qu'il y a plein de choses à sauver, mais elle s'est trompée sur l'impact, et je me suis trompé aussi. Toute la gauche s'est trompée sur l'impact déstructurant du néolibéralisme sur nos sociétés, sur la perte des horizons collectifs, sur l'incapacité qu'elle avait à développer un horizon politique qui ne se limite pas aux libertés individuelles. Je veux dire, quand on s'engage en politique, et en particulier à gauche, c'est que l'ambition, c'est de transformer la société dans un sens plus juste. Est-ce qu'on a réussi à le faire? Non. Donc à un moment, quand on perd des élections, au lieu de dire que les gens sont bêtes, on s'arrête, on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on a dit et on comprend ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être pas une tradition politique très développée, mais je pense moi que la réflexion, l'introspection, la capacité à dire on s'est trompé, c'est extrêmement important. Votre jugement négatif, en tout cas François Hollande vous le rend bien, il n'a même pas pris la peine de dire du mal de vous, il s'est contenté de dire qu'il ne vous connaissait pas. Est-ce que vous pensez que finalement c'est le meilleur service qu'il pouvait vous rendre, ne pas vous soutenir? Mais personnellement, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, et moi ce que je sais... François Hollande, il se pose comme rénovateur de la gauche, hein. C'est très bien, parce que moi aussi je suis un rénovateur de la gauche, donc il est moins crédible que vous? Mais non, c'est pas une compétition, c'est pas du tout une compétition. Enfin, on va pas s'opposer là. On a quand même, je veux dire, moi mes adversaires, ils sont extrêmement clairs. C'est d'abord les nationalistes qui menacent de faire une vague qui peut emporter nos démocraties en Europe. C'est ensuite les libéraux et les technocrates qui leur ont pavé la voie, qui ont préparé le chemin pour eux. Mais j'ai pas moi d'adversaire à gauche. L'absence de soutien de François Hollande, elle vous sert plutôt ou elle vous dessert, vous pensez? Mais François Hollande, il est libre de sa parole et de sa pensée. Il a été président de la France. Moi, j'ai un grand respect pour les présidents français. Simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que on a besoin aujourd'hui d'une dynamique qui se projette sur l'avenir. Une chose très simple, j'étais hier en Belgique avec Paul Magnette. Paul Magnette, c'est l'homme politique le plus populaire de Belgique. Et pourquoi il est devenu l'homme politique le plus populaire de Belgique? Parce qu'il a proposé une ambition qui mêle social et écologie, et qu'il essaye de rénover la gauche sur cette base-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on reparte des idées. Je comprends tout à fait la logique des petites phrases, mais fondamentalement, les gens, ils ont besoin de quoi? Quand les partis sont en difficulté, quand le va-et-vient mécanique entre gauche et droite a été rompu, ils ont besoin qu'on redéfinisse ce qu'on entend par gauche, qu'on entend par droite. Ils ont besoin d'idées à nouveau, ils ont besoin d'horizons politiques mobilisateurs. Il y a tous ces jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui sur le climat, mais ils ont besoin de débouchés politiques à leur combat. Raphaël Glucksmann, une dernière question. Votre compagne, Léa Salamé, a décidé de se mettre en retrait le temps de votre campagne électorale. Vous avez trouvé cela admirable. Mais est-ce normal? Et est-ce que vous ne culpabilisez pas un peu de l'avoir amené à se mettre en retrait? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Oui, je culpabilise, mais simplement je ne pouvais pas, moi, laisser passer une fois de plus ces élections sans m'engager. Je ne pouvais pas, en fait, puisque l'Europe est le combat de ma vie et que je la vois se disloquer, que je vois finalement des technocrates sans âme qui n'arrivent pas à lui redonner du sens, je ne pouvais pas, moi, rester sur mon Aventin. Et le 27 mai, j'aurais écrit une formidable tribune dans Le Monde en disant « Eh bien, regardez comme ils sont nuls ». Mais non, mais commenter la médiocrité des autres, à un moment, ça suffit. Ça veut dire qu'on devient médiocre soi-même. Et si on pense qu'on peut apporter quelque chose, il faut le faire. Il faut tout tenter, tout essayer. Je dirais, on vit un moment de crise aujourd'hui, un moment extrêmement grave. Il faut qu'on prenne la mesure du péril. Et si on prend la mesure de ce péril, eh bien, on est obligé de tout faire pour essayer d'y répondre.
Merci Raphaël Glucksmann. Merci. Ce que je retiens, quelques phrases de votre entretien avec Audrey Crespo-Mara, c'est que je ne commande pas la médiocrité des autres. L'élite de l'entre-soi française, elle vous désespère. La gauche s'est trompée sur les pertes des horizons collectifs. Vos adversaires sont les nationalistes et les libéraux qui leur ont préparé le chemin. Et vous auriez préféré qu'il y ait moins de 6 listes à gauche. On est d'accord ? Avec une tonalité un peu plus d'espoir sur la fin, quand même. Je vous remercie. C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Merci d'avoir été notre invité, Raphaël Glucksmann. Merci à vous.